En manchette ce soir, débat autour des frontières entre la Force et Winoway. Le maire de la Force exige une meilleure collaboration de la communauté et du gouvernement. Le gouvernement dit qu'il y a une politique qui ne correspond pas aux besoins de la communauté. Réaction vive au Témiscamingue à la suite de l'annulation du rodéo du camion. Et les femmes doivent encore faire leur place dans le monde minier. Bon début de soirée. Définir la frontière entre la municipalité La Force et de Winoway devient de plus en plus pressant pour les communautés impliquées. Est-ce qu'un terrain d'entente sera possible pour éviter des impacts négatifs? Kimberly Hall s'est penchée sur la question. Communication difficile entre La Force, Long Point et le gouvernement. Alors que des maisons de la communauté de Long Point se construisent près du territoire de la municipalité de La Force. Gérald Charon, maire de La Force, se désole de ne pas faire partie des discussions entre Long Point et le gouvernement. Le problème, selon lui, c'est que ces maisons ont été bâties sans permis de construction. Ça crée des problèmes au point de vue de responsabilité. Il y a eu de quoi que le ministère de l'Environnement à Winoway, puis la première affaire que l'environnement a fait, c'est d'atterrir au bureau municipal. Gérald Charon garde tout de même une bonne relation avec la communauté de Winoway. Il pointe du doigt plutôt au gouvernement du Québec qui, selon lui, fait toujours traîner le dossier. Ça fait proche 20 ans que je suis maire, puis ça traîne depuis ce temps-là. Dans le passé, ils nous ont demandé s'ils sont prêts à lui donner du territoire. La paroisse a dit oui. À Winoway, Steve Mathias, négociateur pour le conseil de bande, mentionne que lorsqu'il est question des assises territoriales, le gouvernement n'inclut jamais les municipalités concernées. Pourtant, la communauté veut être transparente. On est prête même à aller, pas uniquement rencontrer juste la municipalité de La Force, mais aussi la MRC du Témiscamingue, pour que les gens sachent vraiment qu'est-ce qui se passe à la table de négociation. Selon Steve Mathias, la situation est compliquée en raison du gouvernement qui se base principalement sur l'aspect économique et résidentiel pour négocier les frontières. Ça ne correspond pas aux besoins de la communauté. Où qu'on va aller chercher la richesse du territoire pour se donner une base économique, créer des entreprises, créer de l'emploi. Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, comprend les frustrations des deux côtés. Le ministre juge toutefois qu'il est difficile de négocier avec Winoway au vu du 300 km² de territoire revendiqué, un territoire qui engloberait même une partie de la ville de Val-d'Or. Un projet pilote où présentement Témiscamingue First Nation, Québec et la Sûreté du Québec patrouillent conjointement sur le territoire de Winoway. Et on devait arriver à une solution pour la terre de réserve, mais nos positions présentement, là, malheureusement, on n'y arrive pas. Et j'espère qu'avec le chef Rogers, on va avoir quelque chose. Kimberly Hall pour RNC Nouvelles. On l'apprenait hier, le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord annule l'édition de cet été. Et bien que c'est une nouvelle qui fait énormément réagir, qui fait énormément réagir. Et Alexandre Cabana s'est justement rendu au Témiscamingue pour mesurer l'impact d'une telle annonce. Voici son reportage. J'aimerais ça remercier la municipalité et... Donne-moi une seconde. Et les gens de Notre-Dame-du-Nord. Le président du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, Luc Lafontaine, l'a confirmé avec émotion. C'est un ensemble de facteurs qui forcent l'annulation du rodéo cette année. La raison est bien simple, c'est qu'en 2022, on a eu un signalement d'un concitoyen pour la sécurité des gens. On a eu des gros pourparlers pour faire l'édition 2023 avec le ministère des Transports. Fait qu'ils nous l'ont autorisé de le faire. On était pour avoir la côte seulement pour 4 ans. Au bout de 4 ans, on est obligé de déménager d'une façon ou d'une autre. Fait que vous comprendrez qu'on ne peut pas investir 2,7 millions pour 4 ans pour pouvoir faire un événement. Les citoyens de la municipalité sont sous le choc. De raison, bien, ça a une certaine ampleur pour nous autres. Je ne te dirai pas qu'on vit à l'année de ça, mais c'est de quoi qui fait que quand tu perds un événement comme ça, puis le déplacer, oui, l'intention est bonne, mais le charisme qui se rapporte à cet événement-là, l'endroit où on est, va-t-il être capable d'être reproduit? De son côté, la préfète du Témiscamingue est endeuillée de la fin d'un événement qui, dit-elle, donnait le coup d'envoi aux festivités estivales. Toutefois, selon elle, il est important que le déroulement de l'événement soit repensé. C'est regrettable, c'est infiniment regrettable et ça aura certainement un impact sur l'ensemble de tout le réseau touristique de notre territoire. Quand on regarde le nombre de participants, la population qui s'y rendait, quand on regarde les visiteurs qui étaient là,
l'événement continue d'attirer. Est-ce que cet événement-là a amené son lot d'enjeux au niveau de la municipalité? C'est probable. Le premier travail qu'il y a à faire, c'est la redéfinition de la proposition, de l'expérience qu'on veut offrir aux visiteurs et à notre population. Et ça va relever du comité organisateur du rodéo. Alors, ce sera tranquille à Notre-Dame-du-Nord cet été. Toutefois, les organisateurs nous ont confirmé déjà travailler pour l'édition de 2025. Fort à parier qu'elle n'aura pas lieu à Notre-Dame-du-Nord, mais Ville-Marie serait dans la mire. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Notre-Dame-du-Nord. Toujours dans le même dossier, l'organisation de la foire du camionneur de Barrault se désole de la situation. Elle souligne la difficulté de tenir ce type d'événement en circuit urbain au vu des prix des assurances. Auparavant, pour un week-end, les assurances pouvaient coûter environ 3 500 $, alors qu'aujourd'hui, le coût peut s'élever jusqu'à 50 000 $. Malgré tout, Éric Bourque, le président de la foire du camionneur de Barrault, assure la tenue de son événement cet été. Il nous informe toutefois que l'événement devra être relocalisé dès 2025 à l'extérieur de la municipalité. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avec l'annulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, êtes-vous inquiet de la fin possible d'autres événements de ce type dans la région? Vous avez répondu oui à 73 %. Et c'est aujourd'hui, en ce 8 mars, qu'est célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Dans le monde minier, l'organisme Women in Mining entoure et motive les femmes du secteur. Mais des défis se présentent encore pour elles. Entrevue d'Yvon Moreau. Est-ce qu'on peut dire que au fil des ans, là, ça fait combien de temps qu'on est là en Abitibi avec Women in Mining déjà? 3 ans, ça va faire 3 ans qu'on est là. Ça a passé vite. Je me souviens qu'on avait présenté l'organisation et déjà là, vous étiez bien fiers. La fierté, elle est toujours là 3 ans plus tard? Un peu plus, je vous dirais. On réussit à avoir des gens qui... On est vraiment entouré de gens qui nous supportent, on le sent. On est invité à des conférences, on est invité à prendre la parole, on fait des entrevues comme aujourd'hui. Comme je dis toujours aux filles qui sont avec moi dans le chapitre, quand on nous offre le micro, il faut le prendre, il faut passer nos messages. Non, il n'y a pas la parité dans l'industrie minière, c'est normal. Il y a 17 % des femmes dans l'industrie minière au Canada, ça couvre 17 % beaucoup aux opérations qu'on parle, contrairement à 45 % tout secteur confondu. Fait que c'est sûr qu'en quelque part, il y a beaucoup moins de femmes dans le secteur minier, mais on fait notre place. Il y a des femmes qui sont là, qui sont des pionnières, qui ont tracé des trailblazers, comme on dit, mais qui ont vraiment tapé la trail pour bien d'autres femmes. Puis, dans les 3 dernières années, on a tellement réussi à faire rayonner ces femmes-là, puis à motiver d'autres, puis d'offrir du mentorat que non, on est vraiment, vraiment, vraiment satisfaite de notre chapitre. Manon, c'est impressionnant de voir des filles, des femmes qui conduisent des gros camions sur les chantiers miniers. Mais ce que vous cherchez, c'est une place au sein des administrations minières. C'est ça la vraie victoire, hein? Non, les deux. Les deux, tu sais, si on pouvait avoir plus de femmes au niveau des opérations dans les minières, ça serait merveilleux. On est capable d'attirer, on est moins capable de retenir. Au niveau des conseils d'administration puis de la haute direction, effectivement, on le voit vraiment qu'il y a encore un plafond de verre, que le pourcentage est très bas des femmes au niveau de la haute direction. Au niveau d'industrie minière, on attire. Puis, rendu au middle management, jusqu'au plus haut management, c'est là où est-ce qu'on perd les femmes. On n'est pas capable de les retenir. Fait que c'est là où est-ce qu'on se dit peut-être que le mentorat pourrait être un outil supplémentaire pour ces femmes-là, peut-être au niveau des RH, que les gens aient cet outil-là de plus dans leur coffre à outils, d'offrir du mentorat aux femmes à un certain niveau pour que justement elles puissent avoir des carrières prometteuses. Et d'ailleurs, un nouveau rapport émis aujourd'hui de la Fédération québécoise des municipalités fait état d'une augmentation des femmes élues dans les conseils municipaux à travers le Québec. Selon le rapport, depuis 2017, le nombre de femmes élues conseillères municipales a augmenté d'environ 7 %. C'est donc près de 40 % des conseillères au Québec qui sont de sexe féminin. Et également, c'est près du quart des municipalités qui ont à leur tête une femme. La préfète du Témiscamingue salue l'apport des femmes en politique.
Il y a une évolution marquée sur le positionnement des femmes en politique. Il y a une évolution marquée sur les places qu'elles prennent et qu'elles maintiennent, sur la manière aussi de faire la politique. Les femmes changent la manière de faire la politique. Et c'est une belle évolution pour la société. Et dans le domaine médical maintenant, la santé publique de la région est préoccupée par les récents cas de rougeole au Québec. Bien que l'Abitibi-Témiscamingue ne compte pas de cas de rougeole, et ce depuis les 20 dernières années, on souhaite aussi que la population soit à jour dans sa vaccination. Notre collègue Anthony Dallaire s'est d'ailleurs entretenu avec la directrice régionale de santé publique à ce sujet. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cas de rougeole, on est quand même préoccupé là, du côté du CIS. Là. Effectivement, on est préoccupé parce qu'auparavant, lorsqu'on avait des cas au Québec, c'était lié directement au voyage. Donc, les gens qui retournaient ou revenaient de voyage à l'étranger. Et très souvent, ces personnes-là sont isolées ou sont identifiées rapidement et les mesures sont mises en place. Toutefois, la situation actuelle témoigne d'une transmission ici au Québec. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas voyagé ont quand même attraper l'infection ici au Québec. Et ça témoigne que ça peut arriver chez nous également. Qu'est-ce qu'il faut savoir justement sur la campagne de vaccination qui va se passer ici? La bonne chose, c'est que pour la rougeole, le vaccin est un vaccin qui est très efficace, très sécurité, de sorte que même les personnes suite à une exposition, si on leur donne le vaccin, ça aide à prévenir l'infection. Donc, on a un arme sûre qui est à nos dispositions qu'on peut utiliser. Déjà, en Abitibi-Témiscamingue, le vaccin, par ailleurs aussi au Québec, le vaccin est offert aux enfants à l'âge de 12 mois et à l'âge de 18 mois. Et aussi, il y a un rattrapage en milieu scolaire. Les taux de couverture vaccinale en Abitibi-Témiscamingue sont bons, mais dernièrement, avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie, les pénuries, tous les changements et le fait qu'il y a des personnes qui sont arrivées nouvellement aussi, ça fait en sorte qu'on doit travailler plus pour assurer de garder les niveaux de couverture vaccinale aussi élevés que ça l'était depuis des décennies. Les personnes qui ont reçu aussi le nombre de doses qui est requis selon leur âge n'ont pas besoin de retourner se faire vacciner. Parce que la bonne chose avec le vaccin, c'est que l'immunité qu'il donne est pérenne, c'est durable dans le temps. Dans un autre dossier, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or reçoit plus de 4 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats du gouvernement fédéral. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonneau. L'objectif est de financer le projet ODABI qui facilite l'intégration des jeunes autochtones sur le marché du travail. L'organisme souhaite augmenter l'employabilité des participants en améliorant leurs compétences. Au total, 24 projets ont été retenus à travers le Canada. On se déplace en Abitibi-Ouest. La ville de Rouyn-Noranda reprend la gestion de la bibliothèque municipale. La municipalité confirme que des démarches sont entamées pour que le lieu devienne une entité de la ville de Rouyn-Noranda. Étant donné que ce changement est d'ordre administratif, la continuité des services offerts à la population sera assurée. Rappelons que la bibliothèque municipale était administrée actuellement par un organisme à but non lucratif. Et en environnement, le gouvernement du Québec annonce son intention de protéger les secteurs des îles du Kipawa et du Marais-Même, ici dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette initiative, vise à bonifier le réseau d'aires protégées québécois. Les territoires ont été choisis à l'issue de travaux de concertation interministérielle, régionale et autochtone réalisés dans les dernières années. Sur un autre sujet, Sylvie Bérubé dénonce l'incohérence du programme Nouveau Horizon du gouvernement Trudeau qui vise à fournir des subventions et des contributions à des organismes qui veulent aider des aînés. Elle croit qu'il y a un manque de ressources et d'investissements adéquats pour continuer cette initiative. Pour l'année 2024, c'est environ 42 000 $ en moins que l'an passé qui seront distribués pour les organismes. La députée affirme que cette situation est décevante, étant donné que depuis plusieurs années, les aînés s'appauvrissent à cause de la hausse du coût de la vie. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Une
jeune actrice autochtone de la région obtient un rôle de premier plan dans une télésérie québécoise de grande audience. On vous dévoile son parcours dans quelques instants. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, en cette journée spéciale pour les femmes, l'artiste Karine Hébert présente le projet « Mon vagin m'appartient ». Oui, c'est au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue que le tout se déroulait, Kémilia, cet après-midi avec le projet de Karine Hébert qui met de l'avant des impressions à l'encre d'un extrait de manifeste qui vise à dénoncer les violences sexuelles auxquelles sont confrontées les femmes. On a eu la chance d'aller à sa rencontre pour connaître un petit peu son processus artistique, mais également pour savoir quel est le message qu'elle désirait véhiculer. En fait, c'est un projet qui est né dans la foulée des scandales avec Hockey Canada. Comme artiste, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux réinvestir ce que je vis, cette colère-là? Et la réponse, elle a pris la forme d'un manifeste contre la culture du viol, parce que derrière tout ça, il y a aussi toute la culture du silence, il y a la culture du viol, la façon dont on traite le corps féminin. J'ai envie, donc je possède le corps féminin. Et donc, ma réponse a été de faire contrepoids à cette culture du viol et d'aller vers un manifeste. Ce qu'on va voir, c'est ces phrases, ce sont des phrases choc que j'ai travaillé avec la gravure, donc ce sont des estampes. Les premières impressions réalisées ont été faites avec mon sang menstruel. Ces impressions-là sont encadrées, donc sont sous verre. Et par la suite, j'ai invité les gens à imprimer. Et c'est ce que je fais actuellement au cégep. J'invite les gens à imprimer ces phrases choc, mais avec de l'encre, cette fois. C'est une façon de faire circuler l'information. C'est une façon aussi de s'approprier le message pour le public, parce que je ne suis pas la seule qui dit « ça suffit, on n'en veut plus de la culture du viol ». On est privilégié au Québec, mais il faut être féministe parce que les acquis sont fragiles et il faut aussi être féministe par solidarité pour toutes les femmes du monde. Et dans le monde télévisuel maintenant, la comédienne de l'Agence des Premières Nations Management, Angélique Laforêt-Lacourse, réalise enfin son rêve. Oui, elle vient de recevoir un rôle de premier plan. C'est pas rien qu'Emilia dans une télésérie québécoise à grande audience qui nous sera dévoilée sous peu. Anishinaabe, originaire de Val-d'Or, issue de la communauté du lac Simon. Elle espère encourager les gens de sa communauté à réaliser leurs rêves les plus fous. C'était vraiment un rêve. Puis j'avais mis ça de côté parce que ma vie, j'ai pas eu une adolescence facile. Fait que j'avais mis ça de côté, je pensais pas que c'était réalisable. C'était plus pantoute dans mes objectifs. Puis finalement, je me suis repris en main. Puis là, ça a comme refait surface. Puis j'ai dit, pourquoi pas essayer. Je reçois beaucoup d'encouragement. Elles sont fières de moi. Puis moi, surtout, je suis contente de pouvoir représenter les Premières Nations aux écrans. Je trouve que c'est important. Fait que pour moi, c'est, je sais pas, je montre aux Premières Nations, puis je montre à tout le monde qu'on peut tout y arriver, puis qu'il faut croire en nos rêves. Et pour terminer, dans l'indice bohémien du mois de mars, attention, spéciale femme. Oui, on surveille de près Geneviève Belland, qu'on retrouve au sein du nouveau Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Également, le prix Reconnaissance Gilles Valois qui a été remis à Carmen Laliberté, qui est enseignante de musique à Amos, qui est maintenant retraitée. Et attention, survol concernant Cathy Vachon à la voix. Je vous rappelle d'être à l'affût ce dimanche pour pouvoir voir son duel à la télévision. Bonne lecture. Après une victoire convaincante mercredi, les Forestiers d'Amos vont disputer leur deuxième match des séries ce soir.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs de Val-d'Or affrontent le Phoenix de Sherbrooke à domicile ce soir dès 19h. L'équipe de Val-d'Or doit donc gagner 4 victoires de suite pour espérer monter dans le classement général et avoir la possibilité d'accéder aux séries. De leur côté, les Huskies sont en action à domicile également ce samedi contre le Phoenix. Les Forestiers d'Amos, de leur côté, se préparent pour le deuxième match de leur série contre le Rousseau Royal. L'affrontement est présenté ce soir à 19h au complexe sportif Desjardins d'Amos. La troupe de Sean Lanoux aura l'occasion, avec ce match, peut-être de prendre une avance de 2 victoires sur leur adversaire de Montréal-Nord, qu'ils ont d'ailleurs défait 5-3 mercredi. Et à titre de rappel, les séries de la Ligue de hockey M18 3A sont des 2-3. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, Dame Nature n'a pas dit son dernier mot. La neige devrait débuter tard ce soir pour l'ensemble des secteurs. Effectivement, Kémilia, on a même des risques de pluie verglaçante au cours de la nuit prochaine, ce soir et cette nuit. Au nord et au sud, c'est quand même une accumulation de neige. On parle de 2 à 5 cm, minimum de -1 en Abitibi. 0 degré au Témiscamingue. Demain, c'est en Abitibi de la neige devenant mêlée de pluie en après-midi. 10 à 15 cm de neige, minimum de 0 degré. Pour le Témiscamingue, c'est de la pluie parfois forte ou de la neige. On parle d'une hauteur prévue de 15 à 25 mm de pluie, maximum de +2. Et pour faire changement, on aime ça, amenez-en de la neige. On n'a pas peur en Abitibi. Pour dimanche, c'est toujours de la neige avec un maximum de -4 degrés en Abitibi et -5 degrés au Témiscamingue. Profitez bien de la belle fin de semaine et surtout, soyez très prudents lors de vos déplacements. Oui, merci Stéphanie. Et moi, je termine en vous rappelant qu'on doit changer l'heure en fin de semaine. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, on perd 1 heure de sommeil puisqu'on avance l'heure. Donc, c'est ce qui complète le bulletin pour ce soir. C'est ma collègue Mélissa Aubert qui reprend l'antenne lundi. Et moi, je vous retrouve sur le terrain. Bonne soirée.